Mesdames et Messieurs, le rideau s'ouvre sur l'année 2015 dans un climat mêlant risque terroriste, risque géopolitique et surtout transformation macroéconomique majeure pour la zone euro dont je voudrais vous entretenir. Je vous remercie donc de votre présence à l'occasion de cette conférence de presse en réaction à l'importante réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne de ce jour, dans laquelle le président Mario Draghi a annoncé un événement inédit et d'une portée politique considérable pour l'avenir de l'euro. Je veux parler de l'opération de quantitative easing. Pour mémoire, ce jargon financier est synonyme de programme de rachat massif de titres financiers et de dettes publiques d'État au sein de la zone euro. Cela correspond plus simplement à de la création monétaire ex nihilo par la BCE, censée stimuler l'économie par de l'injection de liquidités aux banques centrales. C'est l'appellation contemporaine de la planche à billets, à ceci près qu'elle n'est pas directement productive pour l'économie réelle. Le quantitative easing est supposé être l'ultime recours pour relancer la croissance économique dans la zone euro et inverser l'inquiétante série de statistiques négatives sur l'emploi, l'investissement et surtout l'inflation. Mon but n'est pas ici de faire un commentaire exhaustif des éléments techniques engagés par la BCE que M. Draghi n'a du reste pas totalement dévoilés, mais de mettre en perspective d'un point de vue politique les conséquences concrètes de cette intervention non conventionnelle de politique monétaire pour l'intérêt économique de la France. Il faut d'abord noter que ce QE souverain est l'ultime cartouche d'un arsenal de mesures similaires. Ces dernières années, la BCE a progressivement abaissé ses taux directeurs à des niveaux historiquement bas, sans atteindre son but, relancer l'économie par le crédit bancaire. Elle a donc lancé en parallèle plusieurs instruments de politique monétaire non conventionnels, comme les SMP et OMT, les rachats d'actifs titrisés ou ABS, les covered bonds, pardonnez-moi de mon excellent accent anglais, les prêts à long terme à taux préférentiel aux banques, le tout pour des montants colossaux, respectivement 1 000 milliards d'euros en 2012, remboursés, puis à nouveau 1 000 milliards d'euros annoncés en 2014 pour les seuls LTRO et TLTRO. L'objectif non avoué de la BCE étant de calmer la crise interbancaire liée au risque des dettes souveraines depuis 2008. Le QE qu'on nous annonce aujourd'hui est l'aboutissement de cet ensemble de mesures dont le but est toujours le même, tenter de relancer une croissance économique qui se meurt et éviter l'éclatement de la zone euro par la crise des dettes souveraines. Pour justifier ces mesures, M. Draghi nous a vendu l'idée que les anticipations d'inflation par rapport à la cible de 2% seraient inquiétantes, avec un risque de cercle déflationniste, c'est-à-dire d'une baisse générale des prix dans la zone euro, c'est-à-dire à terme des salaires et de la croissance. Les ménages ont-ils constaté une baisse du prix de leur caddie de supermarché? Assurément non. Et il a fallu que le prix du baril de pétrole soit divisé par plus de 2,5 depuis 6 mois pour avoir juste une diminution de quelques centimes à la pompe. En réalité, M. Draghi tente de nous faire passer un risque d'entrer en récession économique structurelle pour un phénomène seulement monétaire, la déflation, afin de nous vendre la nécessité de la BCE de recourir à un QE de grande ampleur. Concernant les éléments du programme annoncé cet après-midi par Mario Draghi, je relève quelques points importants. Premièrement, le montant du quantitative easing. En l'occurrence, 60 milliards d'euros par mois, soit 1 100 milliards d'euros jusqu'en septembre 2016, sera réparti au prorata du capital des États dans la BCE, soit environ 200 milliards pour la France. Ensuite, il portera à la fois sur des dettes publiques et privées. Enfin, le risque sera très peu mutualisé, c'est peut-être un des éléments les plus intéressants, 80% en sera porté par les banques centrales nationales, 20% par la BCE. Autrement dit, seuls 20% des titres achetés seront susceptibles de générer des pertes assumées collectivement par les États de l'eurozone. En définitive, c'est une double victoire pour l'Allemagne. Avec le critère de la répartition via la quote-part au capital de la BCE, celle-ci a clairement choisi de favoriser uniquement les premiers de la classe de la zone euro au lieu de sauver les États membres en difficulté comme les Grecs. Concrètement, l'Allemagne, avec sa Bundesbank, bénéficiera de 25% de l'enveloppe de QE, soit environ 270 milliards d'euros, alors que c'est le pays qui en aurait le moins besoin. Symboliquement, Angela Merkel a du reste annoncé en même temps que Mario Draghi les mesures de la BCE depuis Davos.
Dans l'attente des modalités de mise en œuvre concrètes, je rappelle que se pose la question de l'égalité vis-à-vis de l'article 123 du traité de Lisbonne qui interdit à la BCE d'acheter directement auprès des États membres les instruments de leur dette. La semaine dernière, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a validé la technique des OMT lancée par la BCE en septembre 2012, utilisant un mécanisme similaire. Mais avec une limite. L'assouplissement quantitatif n'est acceptable que s'il s'agit d'un instrument exceptionnel permettant à la BCE d'atteindre son objectif cible d'inflation de 2% ou de sauver l'euro, mais pas pour faire tourner la planche à billets et financer en permanence les déficits des États. Mario Draghi, lui, retient son interprétation personnelle pour contourner l'obstacle juridique dans l'attente d'un jugement favorable de la Cour de justice. Il avait déjà procédé de cette façon, d'ailleurs, en 2013, pour dépouiller l'autorité bancaire européenne de la mission de supervision bancaire dans la zone euro, alors qu'elle n'était pas prévue dans les statuts de la BCE. Le QE a déjà été expérimenté à l'étranger, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais sans la contrainte de l'article 123, puisque ces deux grandes puissances économiques mondiales possèdent leur monnaie nationale et leur banque centrale, libres de monétiser leurs dettes sans véritable limite. Au prix d'un accroissement colossal de son bilan, la Réserve fédérale américaine a réussi à relancer l'économie américaine après la crise de 2008. Qu'en sera-t-il du bilan de la BCE si elle met réellement en œuvre son QE jusqu'à 1 100 milliards d'euros annoncés? Faudra-t-il augmenter son capital? Quelle sera alors la contribution de la France? Dans l'attente de réponses, examinons maintenant la portée et la signification, et notamment la signification politique de cette opération de QE afin de voir quels enseignements utiles en tirer. Si le QE fonctionne, il tendra à faire progresser les marchés financiers et baisser l'euro. Mais le véritable objectif, la relance de la demande intérieure, donc de l'activité, de la croissance économique et de l'inflation, repose sur l'affectation à l'économie réelle des liquidités. Or, cela, rien n'est moins sûr. L'afflux de liquidités profite souvent aux marchés financiers et favorise les bulles. En l'espèce, il est à craindre que ce QE incite les banquiers à accentuer leur activité de marché et la spéculation sur des actifs à haut risque avec la titrisation, les CDS ou autres instruments à l'origine de la crise, des subprimes plutôt, que de prêter aux entreprises et aux ménages. Notons que ces produits sont d'autant plus rentables que c'est la BCE qui supporterait, in fine, le risque. C'est le principe de la privatisation des profits et de la mutualisation des pertes. S'agissant des changes, les marchés ont intégré cette opération de QE dans les prix progressivement depuis juin 2014. De fait, l'euro a perdu plus de 18% par rapport au dollar. Cette dépréciation est de prime abord une bonne nouvelle pour notre compétitivité. C'est étonnant d'ailleurs de voir tout le monde s'en réjouir. Si j'ai bien compris, l'euro fort c'est bien et l'euro faible c'est bien aussi. Mais c'est en l'occurrence très insuffisant pour redresser notre économie réelle et nos emplois car le crédit ne repart toujours pas. L'euro surévalué est un obstacle à nos exportations, nous l'avons dit de très nombreuses fois, car les produits ou services que nous vendons hors zone euro sont comparativement trop chers. Notre balance commerciale en est la preuve, extrêmement déficitaire depuis 12 ans et avec 70 milliards par an en moyenne depuis 3 ans et encore 55 attendus en 2014 malgré la baisse du brut. Lorsque le taux de change baisse, cela nous rend relativement plus compétitifs sur les prix. Nos entreprises peuvent vendre plus, augmenter leurs marges et donc en théorie embaucher et augmenter les salaires. C'est notamment le cas pour le luxe, l'aéronautique, la chimie ou encore l'automobile. Il faut bien avoir conscience que la baisse de l'euro de 18% représente aujourd'hui un gain de compétitivité égal à 4 fois celui attendu par le pacte de responsabilité de la France, estimé à 4%, et sans dévalorisation des salaires français. Cela démontre que la dévaluation compétitive d'une devise est l'arme suprême du protectionnisme intelligent, d'ailleurs largement utilisé par les grandes puissances économiques mondiales, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Mais il reste du chemin à parcourir, que nous estimons au Front National à environ 5 à 10% supplémentaires pour vraiment relancer notre économie nationale. Mais plus encore, ce gain de compétitivité prix ne joue que vis-à-vis des pays hors zone euro. Or, la France réalise 50% de son commerce extérieur précisément avec le reste de la zone euro. Hormis la Chine, nos principaux concurrents et partenaires sont l'Allemagne, 17% de nos échanges à elle seule, la Belgique, les Pays-Bas, puis l'Italie. Ce qui signifie que la baisse de l'euro est sans incidence pour tous les échanges que la France a avec les pays qui ont la même monnaie. Seule la sortie de l'euro permettrait de faire jouer à plein
l'effet d'une dévaluation. Pour l'Allemagne, un euro plus faible est un problème, car tout le modèle économique est fondé sur un euro-marque fort pour permettre, vous le savez, à leur régime de retraite et fonds de pension d'acheter à bon marché de la dette publique turque, chinoise ou indienne, dont les intérêts financent à bon compte leurs retraités par le différentiel de taux de change. Ce point est très important à comprendre car au bout d'1 an de QE, les premiers déficits risquent d'apparaître et au bout de 2 ans, les Allemands pourraient demander eux-mêmes à sortir de l'euro. Sur le plan purement économique et politique, force est de constater que le lancement de ce programme de QE marque avant tout l'échec de l'union économique et monétaire, l'échec des politiques économiques ultralibérales de l'Union et de l'euro, qui ont été incapables de générer de l'emploi et de la prospérité qu'ils étaient censés apporter depuis le traité de Maastricht. Sur le constat, nous sommes au moins d'accord avec M. Draghi pour dire que l'Europe est la zone dans le monde qui peine le plus à se remettre de la crise de 2008. Le PIB de la zone euro pour 2013 affichait pour la 2e année consécutive une croissance négative. En 2014, il se contenterait d'une croissance de 0,8%. Le chômage s'affiche à 11,3% fin 2012, puis 11,9% fin 2013 et restera à un niveau comparable, voire supérieur en 2014. Le chômage de longue durée et des jeunes reste extrêmement préoccupant, avec notamment des pointes à 25, voire près de 40% en Espagne ou en Grèce. La croissance atone et le chômage de masse, c'est le constat que nos commissions au Parlement européen font chaque semaine. C'est aussi le constat lancinant et impuissant des responsables politiques français de l'UMPS, alors que l'économie américaine, par exemple, a, elle, renoué avec la création d'emplois et un rythme de croissance de PIB proche de 5% fin 2014, l'économie anglaise près de 3%. La propagande des partis du système dont ils nous abondent pourtant continuellement avec la même fable, vous savez, plus on aura d'Europe fédérale, plus nous serons forts et plus nous aurons de prospérité, eh bien, la réalité est exactement inverse. De surcroît, la zone euro est soumise à une situation de stress avec 2 nouvelles épreuves au cours de ce mois de janvier. Le désarrimage soudain la semaine dernière de l'euro par le franc suisse décidé par la Banque nationale suisse, et puis les élections législatives en Grèce dimanche prochain, qui devraient voir le parti de gauche Syriza l'emporter. Ce sont de nouvelles épreuves que la crédibilité de la monnaie unique est largement entamée auprès des acteurs de marché et qu'il ne faut pas exclure une explosion de la zone euro, compte tenu de la divergence structurelle entre les nations, des taux de croissance économique, des taux d'emprunt nominaux, des taux de chômage et des taux d'inflation. Quel rapport aujourd'hui entre l'Allemagne, dont le budget est à l'équilibre, la balance commerciale très excédentaire, et des pays comme l'Italie ou la France? Quel rapport entre le Luxembourg et ses 25% d'endettement public et la Grèce et ses 175%? Le processus du semestre européen, qui est censé organiser la convergence des économies, est un échec. 9% des recommandations seulement sont mises en œuvre, 45% ne reçoivent aucun début d'exécution par les États membres. Cette opération de QE est donc un aveu d'échec total de l'union monétaire, qui n'a d'ailleurs jamais été une zone monétaire optimale depuis l'origine. Si c'était le cas, les Allemands, par solidarité européenne, auraient effectué des transferts financiers de leurs excédents commerciaux vers les pays déficitaires. Il n'en est rien. Outre les indicateurs macroéconomiques, la meilleure preuve de l'hétérogénéité de l'Union européenne est la mise en place dans chaque État de la zone de politique monétaire multiple depuis 2011, via des injections de liquidités financières permanentes par les banques centrales nationales et non par la BCE. Cette transformation fondamentale de la zone euro, non prévue par le traité de Lisbonne, constitue de facto un abandon de toute politique monétaire unique de la BCE, de par la remise en cause des principes, à savoir pas d'utilisation de la politique monétaire pour un objectif autre que la stabilité des prix. De plus, n'oublions pas que Chypre est techniquement déjà en dehors de la zone euro, au sens du prix Nobel d'économie Robert Mundell, à partir du moment où elle a été obligée de mettre en place un contrôle des changes et des capitaux depuis la crise bancaire d'avril 2013. Toutes ces raisons valident encore une fois, sur ce sujet économique comme sur tant d'autres sujets, que le Front national avait raison sur le diagnostic. Le constat est donc clair, les conditions d'une monnaie unique ne sont pas réunies. Alors, quelle solution alternative peut-on envisager face à ces échecs et au coût de toutes ces mesures inefficaces? Il faut donc changer non pas d'outils, mais de modèle économique et refaire confiance aux nations. La France doit disposer, comme toutes les autres grandes puissances, de sa monnaie,
de sa banque centrale, de ses frontières, de sa souveraineté budgétaire, bancaire et législative. Elle doit donc sortir de la léthargie dans laquelle la plonge l'Union européenne, prendre ses distances avec elle et renégocier les conditions de sa participation. Depuis 1973, je le répète souvent, l'État français se finance auprès des marchés financiers et pour cela, il doit s'acquitter d'intérêts sur sa dette qui s'est élevée en 2014 à 45 milliards d'euros environ. Plus encore, si on fait le calcul des intérêts financiers que la France a versés depuis 40 ans à ses créanciers privés, depuis qu'elle ne se finance plus auprès de la Banque de France, cela représenterait près de 1 600 milliards d'euros, soit environ 80% du stock de la dette publique actuelle. C'est considérable. Quelque part, cette opération de QE décentralisée dans les banques centrales nationales est l'étape ultime des plans de dégradation de l'euro, avant notre plan de passage aux nouvelles monnaies nationales pour être enfin maître de notre destin. Par conséquent, puisqu'il n'y a plus de monnaie unique, alors je propose à M. Hollande de gagner du temps et de la souffrance sociale en négociant l'application d'un plan B, le passage au nouveau franc français en parité 1 franc égale 1 écu ou 1 euro avec l'euro monnaie commune qui garderait un cours légal dans la zone monétaire européenne pour les échanges internationaux. Le passage au nouveau franc français fermerait la parenthèse de l'euro et nous redonnerait deux avantages déterminants: la capacité d'autofinancement direct sans passer par les marchés financiers pour les besoins de l'État et des administrations publiques et une certaine maîtrise sur le niveau de change de notre devise par rapport à nos partenaires commerciaux afin de redonner à nos entreprises la compétitivité prix dont un euro cher les prive. Le financement de l'État directement auprès de la Banque de France rétablirait le mécanisme qui a permis la reconstruction et l'expansion économique des Trente Glorieuses. Cette politique monétaire et de change patriote permettra à la France de mettre fin à la spirale infernale de l'austérité par le retour naturel de la compétitivité. La monétisation raisonnable de la dette à l'échelon national permettra ainsi de faire ce qui n'a plus été réalisé depuis 40 ans, financer l'économie productive nationale, la transition énergétique, entamer la réindustrialisation et également désendetter l'État en douceur. Cette reconquête de notre souveraineté monétaire devra se faire de pair avec une rationalisation de nos mauvaises dépenses publiques afin de mettre fin au déficit sans fin qui creuse notre dette et redonner à l'État des marges de manœuvre pour ses véritables priorités. Priorité nationale pour certaines politiques sociales, simplification de l'organisation administrative de l'État et des collectivités, fin des processus d'immigration massive et de sa prise en charge financière, chasse aux doublons, aux dépenses clientélistes, à la fraude sociale, à la fraude fiscale. Le chantier est vaste. Elle doit enfin se coupler avec un effort particulier dans la redistribution des richesses, non pas par une fiscalité confiscatoire, mais par une répartition légitime des fruits de la croissance en faveur des salaires, des classes moyennes et modestes, et non plus au profit exclusif du capital et d'une hyperclasse sans cesse plus riche. Vous connaissez les solutions de mon modèle de patriotisme économique et j'en profite pour vous rappeler mes deux objectifs politiques, le plein emploi et la prospérité nationale pour les Français. C'est possible. Je n'aurais pas pu laisser passer cet événement important d'aujourd'hui sans venir confirmer une fois de plus, après que les dramatiques attentats dont a été victime notre pays aient démontré la justesse du constat du Front National sur d'autres dangers, les dangers de sécurité intérieure. Eh bien aujourd'hui, en marquant la fin en réalité de l'euro monnaie unique, M. Draghi vient à nouveau de manière tout à fait spectaculaire de donner raison aux constats qui ont été ceux du Front National. Il ne reste plus qu'à appliquer maintenant les solutions.